Bonjour, je m'appelle Nathalie Bélance, je suis coach et thérapeute pour hypersensibles et HPE et voici mon index ABC. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Depuis le soleil de la Martinique, elle a fait le déplacement pour s'installer sur les canapés, nous présenter son expertise et son accompagnement. Quel bonheur de recevoir Nathalie Bélance sur les canapés. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci et vous ? Est-ce que vous êtes hypersensible ? Oui. Est-ce que vous êtes HPE ? Aussi. Est-ce que vous êtes HPI ? HPE plutôt. HPE. Oui. Bon. Merci d'être là et merci encore une fois de faire le déplacement. On va parler bien sûr de votre expertise au travers de votre parcours de vie. Quand on voit les mots de référencement que vous avez choisis, on parle de blocage, de changement de vie, de trouver sa voie. Je me demande si tout le monde, à un moment donné dans sa vie, n'est pas confronté à ce genre de situation. En effet, par exemple, j'utilise le Human Design dans mes outils. Ce n'est pas mon outil que j'utilise le plus, mais on s'aperçoit qu'autour de 40 ans, il y a comme un basculement. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, c'est vrai que nous sommes nombreux à passer par une forme de transformation ou peut-être des crises existentielles ou alors... Crise de la quarantaine. Voilà, qu'on appelle souvent la crise de la quarantaine, en effet. Et on quitte vraiment une première partie de vie avec des repères et on se pose peut-être souvent des questions, à savoir est-ce qu'on est à la bonne place ? Est-ce qu'on a réussi sa vie ? Est-ce qu'on a le sentiment de s'être accompli ? Et c'est souvent des questionnements avec... j'allais dire, une recherche, une intériorité abyssale. C'est ça. Ça fait très peur parfois de se poser ce genre de questions ou de se dire mais non, mais arrête, pourquoi tu réfléchis à ça, pourquoi tu penses à ça ? On a souvent ce genre de réaction après se poser ce genre de questions. C'est ça, parce qu'en fait, là où pourraient résider les peurs, en fait, serait dû au fait que finalement, si on se rend compte qu'on n'est vraiment pas, on n'a pas fait les bons choix, en tout cas alignés à qui nous sommes, alignés à notre âme, et que finalement, on se retrouve dans une situation professionnelle ou personnelle, familiale, conjugale, qui ne correspond pas vraiment à ce que notre être intérieur nous pousse, nous dit, ça peut faire peur parce que on pourrait vraiment tout balancer et passer à autre chose, mais il faut du courage pour ça. En tout cas, si vous ressentez ce questionnement à l'approche de la quarantaine, alors on dit souvent la crise de la quarantaine, ça peut être à 50 ans. Bien sûr. Il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas d'âge frontière. Comme ça peut être à 30 ans, Marc. Comme ça peut être à 30 ans, c'est vrai, vous accompagnez des gens qui se posent ce genre de questions à 30 ans ? Alors, plus vers 35 ans. Plus vers 35 ans, mais c'est vrai qu'il existe des personnes qui sont à 30 ans déjà très mûres. Ce sont des personnes qui ont déjà une certaine sagesse. Et puis finalement, l'âge biologique n'a rien à voir finalement avec notre stade émotionnel, avec là où on en est dans notre vie, dans notre tête, et puis spirituellement également. On n'est pas tous au même niveau, en fait. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent
ou qui considèrent ou qui pourraient voir un accompagnement ou un coaching tel que vous pouvez le proposer comme une sorte d'aveu de faiblesse, c'est-à-dire je suis paumé, j'ai besoin d'une coach et qui se disent je vais peut-être pas en parler parce que c'est un peu la honte de se dire que j'ai besoin de quelqu'un d'autre et que je suis pas capable moi-même de m'autoréguler, d'auto-répondre à mes propres questions, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je dis que même les plus grands personnages, les personnes les plus éminentes de ce monde, en fait, ont des coachs, se font accompagner. Et finalement, en tout cas, c'est ma vision. Ma vision elle est un petit peu américaine, comme quoi, parfois, on a besoin de reconnaître qu'on a besoin d'aide à l'extérieur pour pouvoir se dépasser. Non pas qu'on ne soit pas capable, mais parfois, on n'a pas tous les éléments, parfois on n'a pas tout le recul nécessaire et puis on n'a pas forcément les compétences qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, même si on a cette envie, même si on se sent vraiment motivé, mais parfois on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Est-ce que ça a été votre cas? Ah oui, moi je me fais, dès que j'ai un objectif, quel qu'il soit, moi j'ai plein de coachs, c'est vrai, depuis quelques années. Et vous avez eu cet âge charnière, cette transition et ce questionnement, comme on l'a évoqué juste avant? Tout à fait. Effectivement, je suis arrivée à un stade de ma vie il y a quelques années où j'étais complètement désalignée et je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas où trouver la solution. Et pourtant, je suis quelqu'un qui cherche des solutions. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que dès jeune, dès étudiante, je travaillais à côté pour pouvoir me payer déjà à l'époque des séances de psychologue, puisque à l'époque, c'était plutôt ça qui était oui, le coaching n'était pas tout à fait, n'était pas très... En France, voilà, on n'était pas encore dans le coaching, bien que j'ai eu ma première coach il y a quelques années en arrière, oui, j'étais déjà étudiante, mais c'était vraiment récent. Et je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre que je ne trouvais pas dans mes séances avec les psychologues. Non pas que ça n'ait pas servi, c'est pas ce que je dis, mais il manquait quelque chose. Et je cherchais, j'étais en quête de cette chose. Et aujourd'hui, avec le recul, cette chose, c'était quoi? Qu'est-ce qui manquait? Eh bien, cette dimension holistique. Et puis, c'est vrai que... Et puis j'étais à l'époque, j'étais vraiment très en recherche spirituellement aussi, de savoir mais qu'est-ce que je fais là? J'avais vraiment de très grandes questions existentielles et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. J'avais l'impression d'être... j'étais malheureuse en fait, puis j'étais dépressive également. Et il manquait quelque chose en fait. Et c'est vraiment cet aspect holistique que j'ai trouvé des années plus tard, avec des techniques qui sont plutôt innovantes et dont je ne connaissais pas l'existence à l'époque, qui m'ont vraiment permis de trouver un sens à ma vie, à mon existence et de trouver mon chemin finalement. Ouais, vous dites j'étais éteinte de plus en plus, avec beaucoup de tristesse, malgré des psychothérapies, malgré certaines retraites spirituelles peut-être. Tout à fait. Et vous dites que vous avez frôlé la mort. Ouais. Que s'est-il passé? Alors, je suis tombée malade gravement au cerveau et j'ai vraiment frôlé la mort. Je me sentais mourir et j'avais une peur bleue parce que je n'étais pas prête à mourir. Et c'est là que je comprends à quel point c'est important d'être serein, d'être aligné avec soi, parce que finalement, même notre mort, ça se prépare. Ça paraît bête ce que je dis, mais il faut le vivre pour comprendre. Il n'y a pas pire que d'être angoissé face à la mort. Parce que, en fait, on est désaligné, on n'est pas prêt, on a des peurs, on est vibratoirement pas en paix, en fait. Et j'ai clairement entendu, mais ce n'est pas ton heure. En clairaudience? Oui. Et puis après ça, il s'est passé plein de choses. Mon âme est vraiment sortie de mon corps et pendant une semaine, j'ai vécu... Alors, je ne suis pas morte, si vous voulez, mais j'ai vécu une expérience au port de la mort. J'ai vécu pendant une semaine non-stop ce que c'est que de vivre dans l'amour parfait, l'amour inconditionnel parfait. Le fameux. Alors que mon corps était complètement dégradé. Je ne marchais plus, je ne me levais plus, je parlais à peine. Ma vie, physiquement, j'étais grabataire. Je ne pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. J'étais complètement dépendante. Et il y avait ce décalage entre cette extase que vivait mon âme et mon être. Parce que, en fait, c'est merveilleux de se rendre compte que quand on est dans cet amour-là, en fait, il n'y a plus de peur, on n'a plus de blocage.
Et c'était vraiment comment dire, tout à fait le contraire de ce que je venais de vivre quelques jours avant avec cette peur face à la mort. Mais vous étiez parfaitement consciente de tout. Parfaitement consciente de tout, exactement. Donc ça veut dire que vous aviez aussi la conscience de se dire que c'était un voyage de votre âme, un ressenti de votre âme, mais qu'il fallait revenir dans ce corps-là et reprendre une vie terrestre, comme on dit. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais pas tout ça et je n'ai pas compris tout cela tout de suite. Je l'ai compris bien après. Une fois que j'ai commencé des formations différentes, justement, avec tous ces outils que j'utilise, c'est après que j'ai compris. Mais en effet, j'étais vraiment dans cet autre plan vibratoire, en fait, que vraiment, si chacun pouvait vivre ça au moins une fois dans sa vie, c'est incroyable. Alors, combien de temps dure cet état-là c'est 1h30, en fait, que vous avez eu quasiment. Si on peut dire ça, sauf que je ne suis pas morte. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'étais consciente. Oui, donc on pourrait appeler ça comme ça. Combien de temps a duré cet état d'extase que vous avez pu vivre ? 1 semaine. 1 semaine ? C'est énorme quand même. 1 semaine, 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai vécu dans cet état-là. Et je peux vous dire, Marc, que je suis passée de la dépression, des peurs à, en fait, tout est possible. Je suis revenue avec ce message, tout est possible en fait. Ouais. C'est puissant. C'est très puissant. Quand vous revenez, ouais. Vous êtes changé. Carrément. C'est une transformation. Alors, une transformation, mais le fait que mon âme revienne dans mon corps, là, ça a été très douloureux. C'est comme si je revivais l'incarnation, mais de façon consciente. Et en fait, s'en est suivi une période de dépression. Pourquoi ? Parce que je suis passée de « tout est possible ouais. », je suis dans un amour parfait, il n'y a aucune limite, à « waouh, je suis emprisonnée dans un corps, je me sens limitée et tout est parti ». À partir du moment où j'étais dans mon corps, tout est parti. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais ici en fait ?» Et ça a été un choc pour moi de revenir dans la vie sur Terre, dans la réalité. Vraiment, il m'a fallu un temps d'adaptation en fait. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire alors à ce moment ? À ce moment-là ? Qu'est-ce que j'ai fait en fait ? En fait, il me fallait déjà intégrer ce qui s'était passé et retrouver des repères parce que j'avais perdu mes repères. Donc, il m'a fallu un temps pour me reposer physiquement de tout ça parce que c'était quand même intense. Éprouvant. Et puis, je me suis dit, mais tu n'es pas resté ici pour déjà être handicapé, grabataire, pour être là comme ça. C'est pas possible. Il faut que tu trouves une solution. Et donc, peut-être 2-3 mois après, je me suis dit, bon, j'ai commencé vraiment à chercher d'autres solutions alternatives par rapport à celles que je connaissais avant. Et la première étape, c'est que j'essayais de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Pourquoi ? Et je me suis fait accompagner par une psychogénéalogiste. Et on est allé fouiller dans l'arbre généalogique. Et voilà. Et on a trouvé plein de choses. Aïe, aïe, aïe. Plein de choses. Et parmi ces choses que l'on a trouvées, parce que je ne savais pas, en termes de famille paternelle, je ne savais pas d'où je venais vraiment. Bon, j'ai connu mon père, mais je l'ai perdu très tôt. Et lui-même n'a pas connu finalement son propre père. Transgénérationnel. Voilà. Et j'ai découvert, Marc, que l'on mourait entre 36 et 40 ans, de façon répétée, au-dessus de moi. Dans votre lignée. Voilà. Et moi, ce qui m'était arrivé, c'était à l'âge de 37 ans. Donc, il y avait un plafond de verre, on ne dépasse pas 40 ans. Mon père lui-même a disparu, il avait 36 ans et demi. 36 ans et demi. Donc, dans votre lignée, il y a ce schéma répétitif. Il y avait ce schéma répétitif. Je dis il y avait, parce que je l'ai travaillé pour que ça soit terminé. Ça soit terminé. C'est ça. Évidemment. Et donc, du coup, changement de vie total ? Changement de vie total. Donc là, vraiment, pendant 2 ans,
j'ai mis du temps pour me reconstruire, donc il a fallu réapprendre à marcher, réapprendre à parler, me reconstruire physiquement, moralement, trouver du sens. Pourquoi ça? Pourquoi j'en suis là? Je vais où? Je fais quoi? Qui suis-je? Etc. Toutes ces questions. Et ce qui est fou, c'est que les médecins vous condamnaient. Ah ben, en fait, les médecins m'annonçaient d'autres séquelles encore plus graves. C'est grave, ouais. Mais en fait, j'avais un tel instinct, du fait de cet amour dans lequel je baignais, et ce truc de dire, mais tout est possible, quand les médecins m'annonçaient pire comme séquelles, Ouais. je disais non, Ouais. non, je refuse ça. Et instinctivement, j'avais cette soif de vivre, et j'ai fait quelque chose que je fais aujourd'hui, mais avec mes outils, mais instinctivement, je me suis dit, je vais envoyer plein d'amour inconditionnel à mes organes malades, parce qu'il faut absolument que je sorte d'ici. Parce que pour moi, l'hôpital, c'était violent. C'était violent, vraiment. Il faut absolument que je sorte d'ici. Et j'ai mis toute mon énergie dans cette guérison, juste avec mon envie de m'en sortir. Est-ce que vous avez le sentiment, et c'est peut-être un mot fort, et vous me direz si vous l'utilisez, est-ce que c'est presque de l'ordre du miraculeux? Oui. Ah oui, ma vie est un miracle. Ouais. C'est vrai. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Ça veut dire Oui. qu'on a presque le sentiment que la vie vous offre une seconde chance. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et pour moi, c'était hors de question. Pour moi, me dire, mais alors attends, tu n'étais pas bien. Finalement, tu en avais marre de la vie. Finalement, tu es resté, mais c'est pas pour rester dans cet état-là. C'est pas ça. possible. C'est impossible. Pour moi, Fais-en quelque chose. Voilà, non, tu peux pas. Mm. Fais quelque chose avec ça. Trouve des solutions. Qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, je me suis dit, il faut que je comprenne comment fonctionne le cerveau. Et j'ai cherché. Donc, après ma démarche de psychogénéalogie, et j'ai fini par trouver la méthode que je cherchais depuis petite. Parce que depuis petite, je me disais, mais si je pouvais déprogrammer mon cerveau comme une disquette, mais ce serait un rêve. Et voilà. Et je suis tombée un jour par hasard sur une vidéo. Et je me suis dit, mais c'est ça que je cherche depuis des années. Et donc, ça a été vraiment... alors, je me suis formée à plein d'outils. Je suis en constant apprentissage. Mais c'est vrai que j'ai une technique phare que j'utilise qui s'appelle le Theta Healing, qui vient des États-Unis et qui date d'une 30aine d'années, qui n'est pas encore très connue en France et qui permet justement de se déprogrammer de ces mémoires limitantes, inconscientes et conscientes. Donc, de tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, de l'ADN. Donc, on travaille sur tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, et puis tous les traumas qui ont été vécus dans notre vie, notamment depuis petit. Et l'idée, évidemment, c'est de se dire que ce qui est valable pour vous, ce qui a marché sur vous, peut l'être pour les autres. C'est ça. D'où la nécessité ou l'envie peut-être d'accompagner et de devenir la coach que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Et puis, avec d'autres outils comme la numérologie humaniste, le human design, j'ai eu vraiment la confirmation parce que je savais déjà petite que je voulais soigner, en tout cas soigner l'âme. Je ne savais pas encore sous quelle forme. Je voulais être médecin. Je voulais faire de la musique et être médecin. Oui, parce que vous êtes chanteuse. Oui, je suis. Dans ma première vie, j'étais artiste. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je soigne les âmes, entre guillemets. Et dans mes cartes énergétiques, c'est prévu. Mon âme avait vraiment prévu ça. Voilà. Donc finalement, toute cette première partie de vie, c'était une préparation à tout ça. Ce qui est assez fou, c'est que dans tous ces témoignages, il y a plein de gens qui ont vécu la même chose que vous, qui viennent se raconter ici sur les canapés, c'est de se dire à quel point on est obligé d'en passer par là. Mais justement, Marc. Pour accéder à un équilibre de vie, à quelque chose qui nous parle, qui résonne pour nous. C'est fou d'en arriver, d'être obligé d'en arriver à ça. C'est fou. Et c'est aussi mon propos de dire que, justement, pour éviter de passer par des choses extrêmes, plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Parce qu'on peut évoluer de façon plus douce. Ce n'est pas
une obligation de passer par ces choses. Alors, c'est vrai que j'étais très chargée en termes de mémoire limitante, inconsciente, y compris transgénérationnelle et karmique, qui ont fait que mon âme est passée par là. Bon, peut-être aussi que j'avais besoin de passer par l'extrême pour mieux comprendre les gens. Mais non, ce n'est pas une obligation, Marc. Mais on dit souvent que l'âme a choisi Ouais. ce chemin-là, a choisi cette façon de procéder, ce chemin. Donc, est-ce que le fait de ne pas ressentir ça au plus profond de son corps, c'est-à-dire physiquement parlant, est-ce que c'est pas un passage obligé? Passage obligé, si l'âme l'a décidé, j'ai envie de vous dire. Là, en l'occurrence, c'est le cas pour vous. Mais il faut croire. Ouais. Ah oui. Donc, la difficulté, c'est de se dire, est-ce que, quand on doit répondre à cette question, est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? La réponse est oui. En même temps, je dirais oui et non. Parce que, en fait, on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça aussi, vous savez que ça, c'est très discuté. Le C'est libre très arbitre. discuté, Oh oui. là 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 On là peut là. le comprendre. Il y a de une différentes émission, façons. on peut faire des émissions entières sur le libre arbitre, mais bon, c'est intéressant. Quel est votre point de vue d'ailleurs sur le libre arbitre? Alors, je vais dire ce que je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, d'après mon expérience personnelle et de ce que je vois aussi autour de moi, maintenant, ce n'est que ce que je comprends. Et ça pourrait évoluer ultérieurement, mais ce que je comprends, c'est que effectivement, avant de s'incarner, l'âme a déjà des plans. D'accord? Maintenant, parfois l'âme a des plans, mais c'est aussi possible de rendre les choses plus douces. Parce que l'âme a des plans aussi par rapport à ce qu'elle souhaite travailler. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je peux gagner en vertu, c'est-à-dire acquérir ces aspects positifs qu'elle recherche au travers de certaines expériences, et discuter avec elle, ça fait partie des choses que j'apprends à faire aussi à mes étudiants, eh ben, je peux rendre peut-être les choses plus douces dans certains cas. Je peux peut-être, faciliter les choses. Et puis, on a quand même, parfois, certaines personnes peuvent ne pas aller au bout de ce que leur âme avait prévu aussi au départ. C'est pour ça que c'est vrai que c'est très... Cette notion de libre arbitre, elle est très discutable, C'est vrai. très délicate, mais en même temps, on a le choix. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais on a le choix et vous avez raison. Et moi, je partage ce que vous dites. En revanche, certaines personnes qui vont regarder l'émission n'adhéreront peut-être pas à ça. Oui, et je l'entends, Oui, je bien le sûr, comprends. bien sûr, et c'est respectable. Je le comprends. D'ailleurs, avant, dans ma façon de vivre les choses, pour moi, justement, j'avais ce sentiment d'être spectatrice et que c'est aussi, ça renvoie aussi à la question de destin. Est-ce qu'on a un destin? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais vivre ça. Mais je crois vraiment, de ce que je comprends, c'est que l'âme a prévu des grands rendez-vous, ou un grand rendez-vous, ou des grands rendez-vous dans sa vie. Mais pour atteindre ces rendez-vous-là, parfois, le chemin peut être plus long, plus court, en fonction des choix que l'on va faire. Donc du coup, aujourd'hui, vous êtes la coach spécialisée, d'ailleurs, chez les hypersensibles et les HPE. Ça, c'est quand même une dimension. Alors, ça aussi, ça a beaucoup été décrié. On s'est dit, allez, les hypersensibles, les HPE, HPI, c'est un petit peu la boîte fourre-tout. Qui permet de, à partir du moment où on ne sait pas expliquer le comportement de quelqu'un, on va tout de suite se retrancher. Ah oui, mais vous savez, il est HPI, il est HPE, donc bon, c'est un hypersensible. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de littérature autour de ces thématiques-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pas que pour les HPI, HPE, même pour les pervers narcissiques, c'est devenu très à la mode. C'est vrai aussi. Alors maintenant, c'est vrai que ce sont des termes à la mode, mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est important de savoir vraiment, de comprendre le fonctionnement d'un hypersensible ou d'un HPE pour pouvoir vraiment... Enfin, il faut aller au fond des choses avant de mettre une étiquette. Et puis, il y a d'autres profils aussi dont on parle parfois, TDAH, etc. Bien sûr. Ouais. Donc, je vais dire, Marc, que c'est pour ça que parfois je parle d'intuitifs, d'éveillés, de gens un petit peu différents, qui se sont un petit peu en décalage avec la société, avec le fonctionnement du système.
En tout cas, vous les accompagnez aujourd'hui. Oui. Avec les outils dont on a parlé, certains, alors le Theta Healing, bien évidemment, le Human Design que vous avez évoqué, la numérologie aussi. Humaniste. Et donc, il y a la dimension dans votre coaching spirituel est très importante. Tout à fait, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette approche holistique, puisque finalement, l'âme, le corps et l'esprit sont liés. Et tout est lié, en fait. On n'est pas divisé. Et en plus, on a une histoire. Donc, le fait de travailler sur le transgénérationnel, bah oui, parce qu'on a un lien avec nos ancêtres. Et parfois, ce que l'on vit, la preuve en est, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains de nos blocages aussi viennent de nos ancêtres. Oui, bien sûr. Et on ne comprend pas, mais pourquoi je vis telle ou telle situation ? Et là, à chaque fois que quelqu'un me parle du transgénérationnel, je me dis que quand on a une vingtaine d'années, on devrait commencer sa vie par faire un petit voyage là-dessus. Approfondir justement ce transgénérationnel. Je le dis à chaque fois ça, mais je me rends compte que si j'avais connu ça, ça m'aurait peut-être évité certaines choses. C'est ça. Ouais, c'est vrai que souvent, on périt, entre guillemets, faute de connaissances. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Qui sont ceux et celles que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors, on a dit évidemment les hypersensibles et les HPE, HPI et autres, mais ce sont quels profils ? Plus des hommes, des femmes ? Alors, il y a plus souvent des femmes, parce qu'en général, en termes de développement personnel, les femmes ont plus tendance à faire la démarche de se faire accompagner. Mais j'ai quelques hommes aussi qui ont une forte énergie féminine. Alors, quand je dis forte énergie féminine, on s'entend bien. Hein. Je veux dire par là que ce sont des hommes intuitifs, des hommes connectés, des hommes qui ont une certaine sensibilité du subtil. Est-ce que la plupart des gens qui vous contactent ont cette sensibilité-là, ou alors ils démarrent de zéro ? La plupart ont cette sensibilité-là, à des degrés différents, évidemment. Certains le sont plus que d'autres. Certains arrivent et sont presque vierges de développement personnel, et d'autres ont déjà entamé soit des accompagnements, ou alors des démarches, des stages, des formations, pour pouvoir avancer. Alors, comment se présente votre accompagnement ? Il y a un premier échange, j'imagine, pour savoir quels sont les outils que vous allez utiliser dans cet accompagnement ? Alors, le premier échange, en fait, permet de faire connaissance et de vérifier qu'on soit compatible. Parce que ça peut ne pas l'être. Oui. Oui, parce que quand je parle de compatibilité, je veux m'assurer que la personne soit prête, déjà. Parce que finalement, quand quelqu'un est prêt, ses résultats seront décuplés. Déjà, mais le fait de faire la démarche, c'est déjà être prêt. C'est déjà être prêt, mais parfois la personne est presque prête. Elle pense qu'elle est prête, et quand on discute, ça m'est déjà arrivé de dire à certaines personnes, c'est pas encore le moment pour toi, en tout cas pas avec moi. Ou revenez plus tard. Plus tard, ou peut-être... Oui, non, mais vraiment. Ah oui. Parce que le but, c'est vraiment... Je sais que ça va fonctionner, je sais qu'il y aura des transformations. Mais il faut être prêt à ça aussi. Parce que le changement, c'est pas évident, Marc. Bien sûr, bien sûr. Changer de vie, c'est pas facile. S'affirmer, revoir sa posture, faire de nouveaux choix, se positionner différemment au sein de son entourage, de sa vie professionnelle, ça demande beaucoup de courage. C'est sûr. Et c'est important pour moi. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, on vérifie qu'il y a ce match énergétique, que ma façon de travailler soit compatible avec ce que recherche la personne. Donc, quelle est votre façon de travailler ? Justement, elle est holistique, et il y a cet aspect spirituel, il y a cet aspect d'ouverture à quelque chose de moins rationnel, entre guillemets, vu de l'extérieur. De toute façon, les gens avec qui je travaille en général sont ouverts à cet aspect plus subtil des choses. C'est un accompagnement sur du moyen-long terme ? Voilà, donc en fait, j'ai plusieurs façons de travailler. Je travaille aussi en ligne, puisque j'accompagne des personnes qui sont aussi en Europe. Oui, parce que venir à la Martinique pour être accompagné, c'est plutôt sympa. On va se dire, tiens, je vais faire un petit accompagnement avec Nathalie. Je vais aller m'installer quelques jours en Martinique, c'est sympa. Oui. Mais bon, à distance, évidemment. À distance. Donc, alors là encore, on va faire un bilan de ce dont a besoin la personne, où elle en est. Pour certaines personnes, la première étape, c'est déjà l'accompagnement individuel, dans un premier temps. Pour d'autres, je propose des programmes plus avancés où il y a accompagnement individuel et formation de Theta Healing. Et formation aussi que je propose, que j'ai conçu, exactement. Et puis pour d'autres qui ont déjà peut-être fait un certain cheminement,
Et elles ont peut-être juste besoin des formations pour compléter ce qu'elles ont déjà fait et leur permettre de gagner en autonomie dans leur développement personnel. Parce que je crois beaucoup à cette notion d'autonomie dans le développement personnel. C'est bien de se faire accompagner, mais c'est bien aussi de se rendre responsable de son avancée. Donc ça veut dire que les particuliers et les professionnels Oui. de l'accompagnement qui veulent rajouter une corde à leur arc C'est ça. peuvent faire appel à vous, là, pour le coup. Tout à fait. Ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont déjà dans l'accompagnement, des métiers de la relation d'aide, des énergéticiens, des thérapeutes. Tout à fait. Est-ce que vous avez, je demande toujours ça, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter d'un avant-après de quelqu'un que vous avez accompagné, où vous avez vu une transformation assez étonnante? Quelqu'un qui vous a marqué? Oh, j'en ai plein qui m'ont marqué, mais je pense à un de mes clients qui est un homme, justement, qui est un homme extraordinaire, qui a cette énergie de l'ange incarné, en fait. Wow. Et quand on est ange incarné, ça peut être difficile de pouvoir vivre sa vie terrestre, surtout quand on a vécu beaucoup de traumas et qu'on se sent en décalage avec les manques d'amour des autres. Et j'ai vraiment vu le papillon ouvrir ses ailes, s'envoler, s'affirmer. Et encore, c'est pas fini, hein, il est vraiment en train de... Je n'aurais pas de mots pour parler de tout ça, mais c'est extraordinaire de voir aussi des hommes qui acceptent de se montrer vulnérables, parce que c'est ainsi qu'ils peuvent se reconnecter à leur plus grande force. Donc vos outils, Theta Healing, on l'a dit, c'est l'outil principal, ça? C'est mon outil de prédilection. De prédilection. Mais, alors, juste un mot pour redéfinir ce qu'est le Theta Healing pour ceux qui le découvrent. Alors, c'est une méthode américaine qui a été conçue par Vaiana Stibal, qui vit encore, hein, qui est celle qui m'a formée. Et c'est une méthode qui utilise les ondes du cerveau, les ondes θ du cerveau, puisqu'on a plusieurs types d'ondes en fonction du type d'activité cérébrale que l'on aura, et qui va permettre, en fait, au travers d'une méditation bien spécifique, de rentrer en profondeur, donc d'atteindre ces ondes θ-là. Ce sont aussi les ondes de l'hypnose, quand on est sous hypnose. Et au travers de ça, on peut se connecter au champ quantique informationnel pour pouvoir trouver l'origine d'un blocage quelconque. Et c'est là que ce qui est impossible à avoir en termes humains nous est accessible. Et c'est là qu'on peut comprendre, ah oui, ben là c'est transgénérationnel, là c'est peut-être un ancêtre... Ça peut aller jusqu'à 27 générations au niveau ancestral. 27? Oui, c'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Oui. Ça peut être une histoire karmique, une histoire de l'âme, et que ça peut être un problème que l'âme n'a pas encore réussi à transmuter, à résoudre. Et là, elle est en train de revivre ça encore pour pouvoir dépasser ça. Donc ça aide à aller en profondeur dans l'origine de nos problèmes qu'on a peut-être essayé de résoudre d'une façon plus rationnelle et qu'on ne comprend pas. Que dire des personnes parce que vous avez fait le parallèle avec l'hypnose, il y a des tas de gens qui vont vous dire « mais moi je ne suis pas réceptif à l'hypnose. L'hypnose sur moi, ça ne marche pas ». Est-ce que le Theta Healing, ça sera pareil? Le Theta Healing, pour faire du Theta Healing, il faut déjà croire en l'existence d'une intelligence supérieure, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent l'univers, bon, peu importe. Il faut au moins 5% de foi en soi, de foi en ce concept. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Parce que nos croyances, finalement, c'est ce qui régit nos comportements, etc. Et nos résultats aussi. Donc, c'est la seule condition, finalement. Mais c'est possible, tout à fait. En général, tous les étudiants y arrivent. Et souvent, ils sont surpris parce que... Alors, certains y arrivent plus vite que d'autres. D'autres prennent un petit peu plus de temps, mais tout le monde y arrive. Évidemment, ça demande de la pratique, Marc. Bien sûr. C'est comme dans tout. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a votre accompagnement ponctuel, il y a des travaux à faire à la maison. Enfin, je veux dire, il y a de l'expérimentation à mettre en place à la maison. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être prêt. Parce que moi, je donne le maximum de ce que je peux donner, mais je ne peux pas faire le travail à la place du client. Et ça, c'est sa responsabilité. Alors ce travail, par exemple, un exemple de choses à faire en dehors de votre accompagnement quand la séance est terminée? Alors, franchement,
je ne sais jamais d'avance ce qui va se passer au début d'une séance, et que c'est tellement personnalisé que, en plus, bon, moi, je reçois les informations en canalisation, et je ne sais jamais d'avance. Donc, ça peut être un petit exercice avec des questions à se poser, parce qu'en posant des questions, on obtient des réponses. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais d'ailleurs, c'est ça le coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est poser la bonne question pour permettre à l'inconscient de faire le travail, même si on n'obtient pas la réponse tout de suite. Mais ça peut être ça. On a posé l'intention, en tout cas. Voilà, exactement. Ça peut être des exercices pratiques, des actions à faire. Ça peut être des exercices de réflexion. Ça peut être des exercices de pur coaching. Enfin, ça dépend. Osetabrillance. Oui. .com. Oui. C'est votre site internet, évidemment, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour retrouver l'accompagnement de Nathalie. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de votre pratique, de votre accompagnement à l'issue de l'échange qu'on vient d'avoir? Ce que je pourrais dire, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais me répéter, mais que j'ai un slogan qui dit « Impossible is possible ». Donc l'impossible est possible. Mon accompagnement, en fait, est vraiment réservé aux gens qui se disent « je sais pas comment faire, mais il y a même une petite, infime partie de moi qui croit qu'il y a autre chose de possible pour moi. » Et ça, il faut le ressentir en confiance, vraiment oui. Au fond de soi. C'est ça. Je crois que la vie, elle est merveilleuse quand on a compris comment elle fonctionne. Elle peut devenir merveilleuse. Et aujourd'hui, mon regard, c'est de dire qu'on peut jouer finalement. Quand on comprend comment la vie fonctionne, comment les lois quantiques fonctionnent, comment le cerveau fonctionne, comment tout fonctionne, on s'en amuse en fait. On crée, on est co-créateur. On n'est plus spectateur de sa vie. On co-crée. On s'amuse, on crée des miracles. On ouvre des possibilités avec l'univers. En tout cas, ça donne envie. C'est parfois, je le disais, abyssal parce qu'on a parfois le sentiment de soit c'est un gouffre qui est en face de nous comme ça et on sait qu'il faut sauter, qu'il y a des transformations, qu'il y a un travail à faire sur soi. Ou alors il y a cette montagne, ce truc en face de nous où on se dit waouh, il va falloir atteindre le sommet et changer des choses. Bon. Mais c'est pour ça que c'est la nécessité de se faire accompagner, et bien accompagner par des gens qui ont déjà vécu et qui ont un parcours de vie similaire. Je pense que c'est évidemment essentiel. Vous avez osé votre brillance, alors? C'est le but de mon âme, d'oser ma brillance, c'est ça. Ouvreuse de voie et facilitatrice d'éclosion. Oui. Voilà, c'est comme ça que vous vous définissez. Alors, c'est pas ce qu'on a mis évidemment sur votre fiche parce que je suis pas sûr que... Voilà. Mais l'accroche et la symbolique est là. Vous continuez à chanter? Un peu moins qu'avant, parce que c'est vrai que je suis vraiment focalisée pour le moment sur... Osetabrillance, mais je prévois de me remettre sur scène bientôt. Parce que le chant, mine de rien, oui. C'est aussi une manière, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de se révéler, c'est aussi un moyen peut-être de s'extérioriser comme ça. C'est ça, exactement. Et le chant est aussi, peut être un vecteur, un outil d'accompagnement. D'ailleurs, je suis aussi coach vocal, Marc, et ça m'arrive d'accompagner des personnes à travers le chant, parce que peut-être qu'elles ne sont pas encore prêtes à aller plus loin, mais c'est déjà un premier pas. Parce que parfois, le chakra de la gorge, il est encombré. Bien sûr. Et il peut être perturbé. Et en même temps, le chanter, parler, c'est dire finalement qui l'on est. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Bravo pour pour ce cheminement, ce parcours de vie. Moi, je trouve ça très intéressant. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Vous pouvez le faire en visio ou en présentiel si vous avez la chance. Mais vous revenez souvent en métropole? Ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps? Bon. Sinon, allez à l'île Maurice. C'est l'île Maurice? Non, moi, c'est la Martinique. Non, Martinique, pardon. Allez, en Martinique. On va suivre, évidemment, tout ce que vous préconisez. Je rappelle que, encore une fois, vous accompagnez, évidemment, le grand public, mais aussi les professionnels, les coachs accompagnants de vie et thérapeutes qui souhaitent avoir, évidemment, des outils supplémentaires dans leur palette et dans leur mal à outils, évidemment, d'accompagnement. C'est important. Et aujourd'hui, vous avez fait de votre hypersensibilité une force. Exact.
C'est le but, en fait. C'est justement d'accompagner Mm. mes clients à ne plus subir Subir cette leur hypersensibilité. Oui, hypersensibilité. bien sûr. Parce que beaucoup d'entre eux me disent, mais j'aurais pas aimé être comme ça. Mais enfin, pour eux, c'est une faiblesse, c'est même une arme contre eux, finalement. Mm. Alors que l'hypersensibilité, pour moi, c'est un super pouvoir. Et je le dis aussi parce que il m'arrive parfois de recevoir des jeunes, des enfants. Je leur dis, mais en fait, ton hypersensibilité, ce sont juste des antennes. Regarde, je leur dessine un petit bonhomme en leur montrant les antennes. C'est juste que tu captes plus de choses, mais c'est un super pouvoir, ça. C'est vrai, c'est vrai. Faisons de cette hypersensibilité une force et effectivement un pouvoir. Merci Nathalie. Merci Marc. Merci infiniment. Vous commentez évidemment avec bienveillance et puis vous partagez. Vous avez tous les liens pour rentrer en contact avec Nathalie autour de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.